Philippe Le Douarec, bonjour. On a Bonjour. beaucoup de plaisir à vous accueillir pour la deuxième partie de votre histoire, celle de votre clinique, parce que vous êtes chirurgien et à Dieppe, vous avez dirigé pendant de longues années une clinique, vous avez été chirurgien pendant de très longues années, et chez Glyph Éditions, vous publiez Dernière ligne droite, qui est la suite de la première partie. Vous avez reçu d'ailleurs, vous aviez raconté un petit peu le début de votre histoire, et là, on arrive, Dernière ligne droite, plutôt à sa conclusion. Je parle de votre histoire professionnelle, parce qu'on vous souhaite longue vie, bien évidemment, Merci. et une histoire pas facile, parce que en tant que chirurgien, mais surtout en tant que patron de clinique, en province, qui n'a rien de péjoratif, c'est pas obligatoirement facile. C'est vrai, oui, ça a été un combat, je peux dire, un combat permanent. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est par exemple de diriger, enfin, en même temps diriger une clinique et puis gérer les confrères qui vous regardent un peu de travers parce que c'est vous le patron, ou c'est vraiment les contraintes administratives? Parce que vous les évoquez, ces contraintes, quand même. Le confrère, c'est un peu secondaire, c'est surtout les contraintes administratives, l'amélioration par exemple, l'amélioration du plateau technique, l'amélioration du personnel, bien former son personnel, avoir les prix correspondants, puisqu'il faut se battre pour avoir les prix correspondant à l'activité que vous réalisez. Donc ça, c'est pas évident. Et là, pour ça, il y a des règles qui sont draconiennes. Et à mon époque, il y avait quand même... il n'y avait pas une justice il n'y avait pas une justice manifeste dans l'attribution de ces fameux prix donnés par... Les lettres K oui, non pas au niveau des lettres K, mais au niveau de la prise en charge, surtout de l'hospitalisation, du prix d'hospitalisation qu'on donne à une clinique, si vous voulez. Alors il y a des classements et il faut se battre toujours pour ça. C'est pas simple. Alors, on va reprendre depuis le début. On va penser à ces étudiants, d'ailleurs, que vous avez vous-même formés, puisque à la fin de votre carrière, vous avez aidé des élèves dans des préparatoires Une prépa médecine. à préparer les fameux concours de médecine. Et dans ces concours, aujourd'hui, vous expliquez dans votre livre quelque chose qui vous, quand même, sidère un petit peu, c'est que l'anatomie a le même coefficient dans les concours de médecine que l'apprentissage de tout ce qui environne, on va dire les choses comme ça, sur le plan administratif, les actes médicaux. Tout à fait, c'est une spécialité, c'est une matière qu'on nomme santé-société, qui n'a pas été mise au programme par des médecins. Elle a été mise au programme par un monde universitaire, mais qui n'a pas une vocation médicale. Et cette santé-société est une anomalie, je trouve, pour la sélection des étudiants voulant faire médecine dans la première année. Et j'ai l'exemple de jeunes étudiants brillantissimes, qui ont failli se faire blackbouler par cette matière, parce que la note qu'on attribue à cette matière, à la copie que donne l'étudiant, est souvent très aléatoire et on ne saisit pas très bien comment cette note est donnée. C'est ce que disent les étudiants en question. Alors, donc ça a été très mal apprécié. Ça. Alors vous êtes pour la sélection. Oui. Vous dites d'ailleurs la médecine est le seul élément dans lequel il y a une sélection à l'université. Mais en fait. revanche, vous n'êtes pas content du bachotage de la première année. C'est-à-dire on leur impose un programme dantesque. Donc ils ont à apprendre énormément de choses. Bon, c'est pas forcément la sélection la meilleure, je pense. Et on laisse sur le carreau beaucoup de jeunes qui voudraient faire médecine. Alors ça, c'est un problème, ça. Et d'autre part, par exemple, à Paris, il y a 10 facultés maintenant. Vous savez que Paris, avant, il y avait une seule faculté de médecine, maintenant il y en a 10. Et pour le concours de première année, il y en a une seule qui avait au programme de l'anatomie. C'est incroyable, ça. Oui, c'est incroyable. Oui, c'est étonnant, c'est anormal. Alors, vous savez que j'aime bien la politique, je suis la politique d'habitude, mais à travers les livres, je m'aperçois que beaucoup de choses sont politiques, et dans le vôtre en particulier, de temps en temps, vous remettez un petit peu les choses au point par rapport à vos idées. Alors, vous êtes plutôt un libéral, on va dire les choses comme ça. Oui, je crois, oui. Vous ne comprenez pas toujours ce qui se passe au niveau de la gestion des établissements imposés par les tutelles, diverses et variées, et là, il y a des choses qui vous énervent carrément. Alors, vous dites, par exemple, entre le public et le privé, on ne peut pas payer les gens de la même façon. Oui. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui ne vous va pas. Écoutez, c'est depuis les réformes de la sécurité sociale et les réformes hospitalières, depuis 30 ans, on essaye d'en sortir une chaque année quasiment.
Donc, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que c'est comme l'éducation nationale, si vous voulez. Il y a un système qui est très monolithique et où le pouvoir syndical est devenu beaucoup trop important au sein, surtout de l'hôpital public. Mais dans les grosses cliniques privées, c'est la même chose. Alors, à un moment d'ailleurs, vous évoquez un épisode un petit peu malheureux. Vous êtes, oui, un peu violent quand même, avec une représentante syndicale, alors qui vous embête, ça, on a bien compris. Et vous regrettez d'ailleurs après votre geste. Mais enfin, en même temps, on sent bien que c'est pas facile pour vous. Bah écoutez, oui. Et puis ce qui se passe surtout, c'est que maintenant, et ça c'est surtout vrai dans les hôpitaux, et dans le privé c'est un peu moins vrai, mais dans les hôpitaux, par exemple, le patron, avant il y avait ce qu'on appelait le patron, le responsable médical d'un service, n'a aucun pouvoir sur son personnel infirmier. Oui, alors ça vous embête un peu. Ah bah ça, c'est anormal. Voilà, et y compris pour les payer. Vous dites au niveau du Ah salaire, bah oui, oui, on aimerait bien récompenser davantage ceux qui sont méritants. Pour tous les métiers. Pour tous les métiers, il y a des bons, il y a des moins bons, mais dans le système public, ça n'existe pas. Tout le monde doit être payé à la même enseigne. Donc ça je pense que il faudra... il y a un jeune brillantissime ministre de l'économie qui a envie de modifier un peu les choses, à savoir Emmanuel Macron. Il parle de ses problèmes, mais il n'a pas l'air encore très bien suivi dans ce domaine. Mais effectivement, il faut qu'on évolue dans ce sens. Ça me paraît logique. Vous voyez que vous faites de la politique en parlant si on veut, c'est une politique de bas étage, disons. Ah, mais il n'y a pas de politique mais de bas bon étage. sens. Ouais. Alors, de bon sens. Tout à fait. Alors bon, il y a également vos malheurs personnels. Ouais. Et par moments, vous me disiez en préparant cette émission que vous aviez finalement opéré toute votre famille, tout en reconnaissant, d'ailleurs, vous l'écrivez dans votre livre, que c'est pas obligatoirement ce qu'il y a de mieux. Parce que, on est quand même très impliqué dans tous les sens du terme, et peut-être qu'on peut faire des bêtises. Ah exactement, oui. En général, on conseille d'ailleurs aux chirurgiens... On ne conseille pas aux chirurgiens d'opérer leur... Alors pourquoi vous l'avez fait ? Parce que j'avais trop confiance en moi, peut-être. J'avais pas trop, mais j'avais confiance en moi. Donc, effectivement, mais c'est une tendance qu'on essaye d'annoncer, de déclarer, quoi. Ne pas trop toucher à ses propres... aux membres de la famille. Alors, je vais vous faire une confidence par rapport au premier ouvrage. Celui-là, vous dites dernière ligne droite, il ne faut pas exagérer, quand même, la route n'est pas finie. Oui, j'aurais dû dire avant. Oui, bien sûr. Non, mais là, j'ai quand même remarqué une chose, c'est qu'on vous sent beaucoup plus empathique dans cet ouvrage, beaucoup plus proche des gens, des hommes, des femmes que vous soignez. À un moment, vous évoquez un véritable drame, parce que vous n'êtes pas sûr que votre patient va réussir à s'en sortir. Et là, on vous sent plus que bouleversé. Vous êtes vraiment très, très mal. C'est l'horreur, oui. Ça a joué sûrement dans ma décision d'arrêter à un certain âge. Ça a joué sur moi. Parce que c'est la question qu'on se pose quand on est chirurgien comme vous. Oui. Alors des fois on gagne, et puis malheureusement quelquefois on perd. Comment est-ce qu'on le vit, ça ? On le vit très mal. On le vit très mal, surtout quand on vieillit. Si vous voulez, quand on est jeune, je pense que jusqu'à 40-45 ans, on est très sûr de soi, on est un petit peu arrogant parfois. Oui, sûrement, un peu, et souvent suffisant. Vous voyez, on se croit supérieur. Et avec le temps, on s'aperçoit que c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner et que tout le monde a des problèmes un jour et donc on est plus fragile. On est beaucoup plus fragile, je trouve, en vieillissant. Et on accepte mal un incident. On accepte mal. Et malheureusement, il y en a forcément dans ce métier. Ça fait partie du métier. Ça fait partie du jeu. Vous pouvez jamais, quand vous allez endormir quelqu'un et que vous allez l'opérer, il n'y a pas d'opération simple. Il y a toujours un risque, quel qu'il soit. Alors, évidemment, plus l'intervention est compliquée, plus théoriquement le risque est grand. Mais là, on joue plus facile quand c'est une opération très lourde, vous voyez, parce que on sait que l'échéance peut être gravissime. Mais quand c'est quelque chose de simple, alors là, ça devient très compliqué. Il ne faut pas qu'il y ait un problème. Alors, vous évoquez votre vie privée, bien sûr, vous évoquez votre frère, vous l'aviez déjà évoqué dans le premier ouvrage, Yann, que vous avez perdu, il avait 16 ans, il était malade, etc. Votre maman, aussi vous l'évoquez, elle a joué un rôle extraordinairement important dans votre vie, et jusqu'au bout, finalement, son fils disparu était à ses côtés. On peut dire les choses comme ça. Tout le monde n'a pas suivi des études de médecine, loin s'en faut dans votre famille. Il n'y a pas un petit peu de regret de ce côté-là, non ? Je ne comprends pas le sens de votre question. Transmettre en quelque sorte
sorte, quelquequefois, quand on a un beau métier, on se dit, tiens, peut-être que mes enfants vont suivre. Oui, tout à fait. C'est pas dans le domaine commercial, c'est dans le domaine... Parce que vous avez un fils, par exemple, qui a fait du théâtre. Oui, bien sûr. Ce que j'ai vécu, c'est, en fait, les gens de ma génération ont le même comportement. La majorité ont mon comportement. Ils n'ont pas poussé leurs enfants à faire des études médicales. Parce que c'était trop dur, d'après vous? Ou ils n'étaient peut-être pas faits pour ça? Non, parce qu'on trouve que ce n'est plus ce qu'on a connu, si vous voulez, pour la majorité d'entre nous. Voilà, on va peut-être conclure là-dessus, parce que c'est vrai que vous insistez. À un moment, vous dites dans votre livre, il n'y a plus d'équipe. Avant, il y avait une équipe, là, il n'y a plus d'équipe, et on peut avoir une opération lourde avec 3 anesthésistes ou 4 qui vont se succéder dans une seule opération. Ça n'existait pas auparavant. Non, bien sûr. Non, et c'était mieux avant pour ça? Pour le chirurgien, je pense, oui. Pour former une équipe, c'est mieux. C'est mieux d'avoir un correspondant qui est toujours le même et qu'on connaît, qu'on pratique tous les jours. Et quand ça change tout le temps, c'est plus compliqué. Bon, allez, on va essayer de terminer quand même par une note positive. Oui, quand même, parce que les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, se disent ce chirurgien, là, ça n'a pas l'air terrible son truc. Alors, un métier dangereux. Voilà, un métier quand même dangereux. Enfin, bon, il y a quand même des raisons d'espérer, il y a des progrès la preuve, faits, écoutez, on gagne 3 mois par an d'espérance de vie. Positif. Donc, ça prouve que quand même, la médecine et la chirurgie ont fait quand même beaucoup de progrès. Donc, on n'est pas à blâmer. Mais bon, c'est pas toujours simple et il faut raison garder. Voilà. En conclusion, un jeune qui nous regarde et qui nous écoute, qui se dit tiens, j'aimerais bien être médecin. Alors, médecin généraliste, médecin spécialisé ou chirurgien? Écoutez, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Alors là, je lui dirais allez-y. Je tutoierais parce que j'aimais bien tutoyer. Je dis vas-y, la chirurgie, il y a tout à faire. Mais le combat sera long, la lutte sera longue, et ça ne sera pas simple, mais le jeu en vaut la chandelle malgré tout. Bon, donc si j'ai bien compris, le combat continue. C'est ce qu'on comprend en lisant votre ouvrage, qui est effectivement très intéressant. Au cœur de la vie d'une clinique, les méandres d'une vie qui n'est pas toujours facile, d'un patron de clinique qui est aussi chirurgien. Merci beaucoup Philippe Ledoiré d'être venu nous parler donc de ce 2e opus concernant donc votre vie et celle de votre clinique chez Glyph Éditions. Il s'intitule, je le rappelle, Dernière ligne droite. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup.